Okay, c'est bon, merci beaucoup. Miigwech Kinaïd Noitchot, merci à tout le monde qui participe à cette conférence. Tout à l'heure, c'était avec plaisir que je m'exprimais en Atikamekw et que vous puissiez l'entendre également avec mon collègue et ami David. S'il y a bien quelque chose qui distingue la nation Atikamekw des autres Premières Nations à travers l'Amérique du Nord, c'est la vigueur de la langue maternelle. À travers tout le Canada, selon les derniers recensements, les Atikamekw figuraient au premier rang pour ce qui est de la langue couramment parlée à la maison comme étant la langue Atikamekw. Ce qui est de plus en plus difficile avec la mondialisation, les rapprochements, mais évidemment avec les nouvelles technologies. Les enfants parlent de plus en plus français. Et c'est quand même un défi important pour nous de maintenir la langue vivante, car on n'a pas de loi 101 qui va légiférer ou qui va protéger la langue atikamekw. C'est vraiment dans les initiatives et aussi, surtout, et avant tout, la fierté que nous avons d'avoir cette distinction culturelle qui est quand même extrêmement importante. Plus de 95, au-dessus de 95% des Atikamekw parlent couramment la langue maternelle. Et à l'intérieur de ce grand pourcentage-là, il y a 5 à 7% qui parlent uniquement l'Atikamekw. Donc, qui ne parlent pas le français ni l'anglais, ou très, très peu, je dirais. Ici, on parle évidemment des aînés et naturellement les tout petits qui commencent le français dès la 3e année primaire. C'est sûr que nous, comme je le disais tout à l'heure, dans nos initiatives, on s'assure que la langue soit protégée par nos actions et non par une loi. On a cette impression que si on le met par écrit dans une loi pour la protéger, c'est comme si on ne se donnait plus l'effort de le protéger. C'est un peu comme l'exemple des numéros de téléphone. Depuis qu'on a toutes ces petites machines-là, on rentre les numéros de téléphone, puis on ne se fatigue plus à les mémoriser. On va chercher. Et ça donne un handicap, je pourrais dire, à notre potentiel de se servir de notre propre cerveau. Puis la langue, c'est un peu la même chose en ce qui nous concerne. On n'utilise pas une loi pour protéger notre langue, on utilise notre fierté et nos actions pour pouvoir la protéger, la maintenir vivante. Notre langue étant très différente, on ne peut pas faire de comparaison avec les bases latines. C'est vraiment une langue qui est très organique, très descriptive. Et pour quelqu'un qui ne la parle pas, ça peut être extrêmement compliqué de l'apprendre. La meilleure façon de l'apprendre, c'est l'Uchmic, en territoire, en forêt. Parce que dans le monde contemporain, il y a trop de distractions, il y a trop de choses qui vont nous amener à délaisser cette langue puis à se tourner vers une vidéo qu'on a vue sur Facebook ou peu importe, des distractions qu'on voit dans la vie de tous les jours. Mais l'Uchmic, c'est de là d'où vient aussi notre langue. Tous nos mots, l'étymologie de chacun de nos mots vient de l'Uchmic, du territoire, de la forêt. Et Kwe, en partant, c'est juste le mot Kwe, qui est une salutation, de dire bonjour. Dans notre langue, si on regarde l'étymologie de ce mot-là, elle est très profonde. Ça fait référence à nos souvenirs, à notre mémoire, à notre sang également. Nimiuk. Nimiuk, c'est mon sang. Nimikwin, c'est je me souviens. Et c'est de là que vient l'étymologie du mot Kwe. Donc, la langue, en résumé, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est qu'elle est intimement reliée à notre territoire, à la forêt, à notre chimique. Ça, c'était mon petite introduction. Je veux également vous parler un peu de moi, de mon cheminement, parce qu'il fallait que j'envoie une courte biographie et elle était relativement courte comparativement à ce que j'ai fait comme travail. J'ai mis le plus important. C'est un peu comme quand tu vas avoir la job, là. Quand tu vas avoir la job, tu mets tes highlights. Mais en réalité, j'ai grandi à Wamantashi, qui est une réserve à 115 km au nord-ouest de la Tuque, en Haute-Mauricie.
Wamatashi veut dire la montagne d'où l'on voit loin. Wamdashik, on dit ça de même, Wamdashik. Et Wamatashi, telle qu'on la connaît actuellement, date de 1972, quoique c'est une réserve d'origine. À la fin des années 1800, ça a été une des premières réserves qui a été créée au Canada. Mais ça a été extrêmement difficile de sédentariser les Atikamekw dans la communauté. Il y a eu plusieurs tentatives. Et c'est seulement depuis 1972 que les infrastructures, les réseaux d'aqueduc ont commencé à se développer pour sédentariser de plus en plus les Atikamekw dans la communauté. 72, c'est relativement proche. C'est sûr que quand je demande à ma fille de 11 ans qu'est-ce qu'elle pense de 1972, je pense qu'elle voit encore des dinosaures dans ce coin-là. Mais pour nous, dans la mémoire collective, dans la mémoire vivante encore, c'est récent. C'est très récent. Nos grands-parents vivaient encore en territoire, dans les tentes. Beaucoup de nos oncles ou de nos tantes sont nés dans des campements en territoire. Mais maintenant, avec la réserve de Wamatashi, les choses ont beaucoup changé également dans notre culture, dans notre façon de vivre. Moi, j'ai grandi dans la réserve de Wamatashi. J'ouvre une parenthèse. Réserve, il y en a qui n'aiment pas beaucoup ce mot-là. Ça fait très enclos, ça fait très camp de concentration. Mais il faut appeler une patate une patate. Ça demeure quand même le terme légal qui est reconnu, utilisé puis dans tous les documents. C'est une terre de réserve. Je vais y revenir tout à l'heure, faire de la parenthèse. J'ai grandi à Wamatashi, je suis né en 1979, donc ça faisait pas si longtemps que ça qu'on était sédentarisé là. Et j'ai été élevé par mon arrière-grand-mère, ma grande-tante et ma tante. 3 femmes de 3 générations différentes. Mes parents sont vivants, mais se sont séparés quand j'étais très jeune. Ils sont partis en ville, chacun de leur côté. Mais j'ai eu la chance d'avoir grandi dans cette maison avec mon arrière-grand-mère qui avait une vision très traditionnelle, très, même je dirais très suspicieux par rapport à la limite raciste. Okay? On va être franc. Là. Elle n'aimait pas beaucoup les Blancs. Elle disait tout le temps, fais attention aux Blancs. Ça, mais c'était pas par méchanceté, c'était vraiment son conditionnement qui l'a amené à avoir cette suspicion-là par rapport. Et ma grande-tante, elle était un peu plus différente. Elle était très pratiquante. Donc, elle m'amenait à l'église tous les dimanches. De 3 ans jusqu'à 12 ans, j'en ai pas manqué une. Je connais ça. Et à 12 ans, je posais trop de questions. Le curé n'aimait pas ça. J'ai jamais cru que Marie est tombée enceinte seule. Désolé pour ceux qui y croient, mais ça, c'est ce qui a fait que j'ai été congédié. Mais c'est bon de poser des questions. J'ai posé beaucoup de questions, puis quand j'ai posé trop de questions là-dessus, le curé est allé se plaindre à ma grande-tante, puis à mon arrière-grand-mère, elle dit « Ah, Danny n'a pas été gentil. » En tout cas, j'ai remarqué qu'à cette époque-là, puis c'est pareil dans les municipalités québécoises, les curés avaient un pouvoir d'influence énorme sur l'autorité. Ça aussi, je vais y revenir tout à l'heure. Puis ma tante, elle, était policière. Elle a 10 ans de plus vieille que moi, mais elle était policière. Fait que ça fait 3 femmes de 3 générations complètement différentes. Très autoritaires. Puis, mais c'est elles qui ont fait que je suis devenu ce que je suis maintenant. Dès l'âge de 12 ans, ils m'envoyaient déjà travailler, trouver de la job durant l'été. Aujourd'hui, c'est illégal, mais dans le temps, là, capable. J'ai commencé, comme pas mal de ceux j'étais commis dans un magasin, j'emballais des affaires dans des boîtes, puis je les attachais avec une ficelle. Les gens partaient avec leur épicerie. Aujourd'hui, on ne voit plus de ça. En fait, on ne voit plus du tout là, des gens qui attachent ton épicerie avec une ficelle. Pardon. Et puis, par après, j'ai travaillé comme bûcheron. Tous les pileurs, mesureurs, bûcherons, allaient abattre manuellement des arbres en forêt, comme tout jeune Atikamekw, je dirais.
Ensuite de ça, j'ai travaillé dans les travaux sylvicoles, faire de la plantation, faire du reboisement et aussi du débroussaillage pour faire dégagement de plantation ou des coupes très commerciales. Par après, j'ai travaillé plus dans le domaine de la construction avec mon père, rénovation, pratiquement tout ce qui touche la construction d'une maison. J'ai fait ça pendant pas mal toute mon adolescence. Et l'école, pour moi, c'était facile, extrêmement facile. Je vais parler naturellement parce que des fois, ça se peut que je sac un peu. Là, sinon, si j'essaie d'être trop politiquement correct, ça ne sera pas si vrai. J'étais le genre de petit Chris qui faisait jamais ses devoirs, mais qui avait quand même des très bonnes notes. Je trouvais ça vraiment facile. Mais ce que je trouvais difficile, c'était de m'institutionnaliser. J'avais beaucoup de difficultés avec ça. Au printemps, j'étais en secondaire 4. Il restait un mois avant la fin de l'année scolaire, puis je voyais mes amis passer dehors, ils s'en allaient à la chasse au canard avec leurs rames puis leurs douces. Je suis sorti de l'école, j'ai dit attendez-moi, je m'en viens avec vous autres. Il restait un mois. Je suis parti à la chasse, puis j'ai saboté mon année scolaire comme ça. Puis finalement, j'étais travail, je retournais à l'école, travail. Puis finalement, je n'ai pas complété mon diplôme d'études secondaire. Mon secondaire 4, je ne l'ai même pas fini, avec des décisions avec un recul vraiment stupide comme ça, là, de sortir pour aller à la chasse au canard. Mais c'est comme ça, les Atikamekw sont épris de leur liberté. C'est pratiquement impossible de le retenir là, dans une institution. Surtout quand on voit nos amis partir et qu'on a la possibilité de pouvoir y aller. C'est ce qui s'est passé dans mon cas. Ensuite de ça, j'ai fait ça pendant quelques mois, jusqu'à ce que je tape sur les nerfs à ma tante, parce que là, je ne trouvais plus de travail. Ma tante, je vous l'ai dit, était policière. À un moment donné, elle rentre chez moi. Moi, j'étais déjà assis à table sur le dîner. Elle rentre, puis elle marche sur les talons. Là, je savais que ce n'était pas une bonne semaine. C'est la semaine plate, j'imagine. Bref, elle m'engueule tout de suite, puis elle me dit c'est pas vrai que c'est moi qui vais te nourrir, mon gars. Là, tu vas aller voir la madame du bien-être au conseil de banque. La madame du bien-être, c'est l'assistance sociale qui venait sporadiquement dans la communauté pour inscrire ceux qui voulaient être sur l'assistance sociale. On a trop de personnes sur le bien-être dans nos communautés. Puis ça, c'est pas pour rien que j'en parle. La madame était là seulement jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Là, je suis allé la voir. Je n'avais pas le choix. Ma tante était très autoritaire. Là, je suis allé voir la madame, elle s'appelait Hélène, je m'en rappelle. Elle me dit il me faut des preuves de résidence, il me manquait des documents. J'ai dit OK, je vais aller chercher. Elle me dit dépêche-toi de me ramener avant 3 heures. Parce qu'à 3 heures, je m'en vais. J'ai dit OK, c'est correct. Et finalement, je suis retourné à 3h30. Puis ma tante, elle savait que j'avais fait exprès. Hein. Elle m'avait engueulé encore une fois là, à cause de ça. Elle m'avait vraiment engueulé fort. Puis là, je me suis dit non, non, pas question que je reste comme ça, sans revenu, sans. Je suis parti rester à Wendigo. Wendigo, c'est le territoire de ma famille. Chaque famille Atikamekw a des territoires familiaux où est-ce qu'il y a toujours une occupation qui se fait même encore aujourd'hui. Moi, je suis parti à Wendigo à l'automne 98. Je suis resté là tout l'hiver complètement. Je suis revenu à Wamatessi au printemps 99. Pour vous comprendre ce que c'était, cet hiver-là, c'était dans un carré de tente. Donc, c'est une tente prospecteur en toile avec des murs de 4 pieds en contreplaqué et un plancher. Il y a un petit poêle à bois à l'intérieur de ça. C'est 14 pieds par 16 pieds. Donc, c'est pas énorme. Et au point de vue isolation, c'est la neige qu'on met durant l'hiver par-dessus qui nous permet de s'isoler un peu. Mais pas d'eau courante, pas d'électricité, évidemment. Et je suis resté là pendant 6 mois de temps, comme mes grands-parents ont vécu, eux autres ici, à l'année dans des tentes. Puis je voulais vivre cette expérience-là aussi. Je voulais savoir c'était quoi.
Là, je ne suis pas en 1800 quelque chose. C'est quand même assez récent. Et il y a plein d'anecdotes que je pourrais raconter là-dessus, mais ça serait, ça prendrait peut-être un peu de temps. Mais juste vite, vite comme ça, là, c'était extrêmement difficile de vivre ça parce qu'en réalité, quand tu n'as pas d'eau courante, il faut que tu ailles chercher ton eau. Tu ne peux pas laisser ton poêle s'éteindre. Tu risques de mourir gelé dans ta tente. Le matin, tu ne restes pas couché dans ton lit. Il faut absolument que tu. Ah oui, puis on avait une cuisinette, un autre camp là, à côté, là, une cuisinette, c'est comme un abri tempo, dans le fond, avec poêle à bois. Puis on avait plusieurs bacs avec des poêlonnes, des couvertures, des vêtements. Puis dans le dernier bac d'en dessous, ça, je l'ai trouvé seulement après 2 semaines en étant dans le bois, il y avait une petite radio AM/FM. Puis il y avait des batteries D dedans. En tout cas, bref, j'ai essayé de le faire fonctionner, puis on n'entendait pas grand-chose. Et j'ai décidé de faire une antenne en utilisant une grille de faux que j'ai mis au sommet d'une perche. J'ai rattaché avec du colle à lièvre à mon antenne de radio. Et j'ai essayé de trouver un poste. Et la radio du Lac-Saint-Jean est rentrée à 100%. C'est une voix nette, que tu entends très clairement. Puis les premiers mots que j'ai entendus, c'était « Il est trop de bonheur! » je vous jure, j'étais extrêmement heureux. Je dansais dans ma tente seul. Et c'est pas du Wi-Fi, c'est du FM. C'est juste pour vous dire là, comment que le monde change. Encore une fois, c'est pas en 1800 quelque chose, c'était dans ma jeune vie adulte, je pourrais dire. Je commençais ma vie adulte. Les êtres humains ne sont pas faits pour vivre sans communiquer avec d'autres personnes. Moi, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Certains de mes amis me disaient un peu comme seul au monde. Ouais, ouais. Moi, je n'avais pas de ballon Wilson, j'avais mes 2 pieds. Puis je parlais avec mes 2 pieds, je vous jure. Hey les gars, on a fait du chemin aujourd'hui. Hein? C'est le genre de choses que j'avais comme conversation avec mes 2 pieds. Mais je m'égare un peu. Quand je suis revenu à Wamatashi, fin du printemps 99, j'ai marché à pied pour me rendre dans la communauté. C'est proche de 8 heures à pied. Cette fois-là, je l'avais fait en 7h30. Je l'avais marché super vite. Mais c'était troublant, puis c'était le fun. C'était vraiment le fun de rentrer dans la communauté à Wemont. La première chose que j'ai fait en entrant dans la maison, c'est de jouer un peu avec l'interrupteur pour la lumière. Waouh, c'est tellement facile. Les toilettes également, c'était merveilleux. L'eau chaude, la douche et tout ça, c'était tellement facile. Les gens ne voient pas comment c'est facile maintenant de vivre avec tout ça, avec toute la modernité qu'on a. Puis, autrement dit, moi, je ne chiale plus si je ne trouve plus ma télécommande. Il n'y a rien là. C'est pas un problème. Ah oui, puis pour les messieurs qui écoutent, là, après 6 mois dans le bois, toutes les femmes sont belles, je vous le dis. C'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'avais 18 ans, excusez-moi, c'est ça qui s'est passé. Puis dans la communauté, à Wemont, c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup d'emplois disponibles, mais ma tante m'a fait rentrer dans un poste un peu spécial. C'est un poste de geôlier, gardien de prison. Puis à cette époque-là, il y avait beaucoup d'actions. Ça passait un peu à Wemont. J'avais tout le temps des détenus que je gardais au poste de police. J'ai fait ça pendant 6 mois de temps. Puis je remplissais beaucoup des rapports des policiers qui me demandaient de l'aide. Je faisais leur rapport d'intervention. J'aimais ça. J'aimais bien ça. Et à un moment donné, le directeur de police est venu me voir et m'a offert une opportunité d'être constable spécial, d'avoir une formation des instructeurs de Nicolet, de l'École nationale de police, puis de devenir constable spécial dans la communauté. Ce que j'ai fait du 20 mai 2000 au 20 mai 2002. L'une de mes plus belles expériences, mais en même temps une des pires. Je vous explique qu'il y a eu 12 suicides pendant ces 24 mois-là. Des amis d'enfance, la famille. Ça, c'est juste les suicides, là, parce qu'il y a les autres interventions difficiles également. C'est pour ça que je dis que c'était une de mes plus belles expériences, mais en même temps une des pires.
Et dans ce moment-là, j'ai été confronté à la réalité où est-ce que des Atikamekw avaient de la difficulté à s'adapter au monde contemporain, au monde qui n'est pas le nôtre, mais qu'on doit apprendre à maîtriser. De quitter ce monde nomade, puis d'être sédentaire, puis d'avoir des institutions, puis de l'institutionnalisation, puis même de la criminalisation qui se fait avec le système là, qui est en place. Ça, c'est le genre de choses que j'observais. Et j'ai travaillé comme policier dans une communauté, les instructeurs nous disaient que c'est l'équivalent de facilement 5 à 10 ans dans la Sûreté du Québec. Une année dans la police amérindienne équivalait facilement à 5 à 10 ans. Pas seulement par le nombre d'interventions, mais plutôt par le niveau de stress ou le niveau d'intensité des interventions. On n'avait pas de soutien, exemple, de pompiers qui venaient en soutien. Moi, en étant policier, des fois, j'avais le rôle d'assistant social également, d'avoir un petit bébé dans mon autopatrouille, puis d'avoir des calls en plus qui disaient « Dépêche-toi, il y a une bagarre aussi. » Je disais hey, « Débrouillez-vous, là, il faut changer des couches. » Non, mais sérieusement, là, c'est un petit moment, je me suis rappelé tout d'un coup comme ça, le petit bébé qui était avec moi une nuit. J'ai vécu d'autres affaires également là, qui étaient très, très positives par rapport à ce métier-là. De créer une distance émotionnelle entre sa clientèle et soi-même dans une communauté, c'est à toute fin pratique impossible. C'est des amis d'enfance, c'est des membres de la famille, c'est du monde que tu as toujours connu et tu vois des affaires que tu aurais aimé ne jamais voir. Et j'ai quitté la police pour plusieurs raisons. Chacune d'elles était suffisante. Mais j'ai quitté la police volontairement le 20 mai 2002 pour retourner aux études. À ce moment-là, j'avais également Mary-Anne qui était née. Ça, c'est ma grande fille. Et, je ne voulais pas rapporter à la maison toute cette violence que je vivais, la violence, mais aussi le désarroi que je vivais dans le cadre de ma job. Là. Je ne voulais pas ramener ça à la maison. Vous savez, quelqu'un qui travaille dans les égouts tous les jours, quand il retourne à la maison, il dégage. Mais moi, ce que je dégageais à la maison, c'était ce que je vivais également au travail. Puis ça, c'était inacceptable que je maintienne ça. J'ai un très grand respect pour ceux qui travaillent encore dans la police dans nos communautés. Maintenant, quand j'étais aux études, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je veux continuer à aider mon peuple, je veux continuer à aider les Atikamekw dans mon cheminement. Il fallait que j'aie mon diplôme d'études secondaires. Parce que je suis venu chercher ici à l'école forestière de la ville de Latuc, dans des cours adultes. Là. Et après ça, je suis parti à Chicoutimi, étudier en technologie de l'architecture. Moi, j'avais une idée un peu floue de ce que c'était, en fait. Parce que j'aimais dessiner, j'aimais concevoir. Là, je me suis dit, je vais m'en aller là, en technologie de l'architecture. J'ai été extrêmement déçu. Excusez-moi, là, mais c'est la vérité. Le premier cours que j'ai eu, on m'explique, vous allez devenir technicien d'architecture, vous allez utiliser AutoCAD, donc on ne dessine pas, on pitonne. On va pitonner des plans. Puis après ça, il nous dit, puis là, si vous pensez concevoir, oubliez ça, tout a déjà été conçu, tout a déjà été pensé, tout ce que vous allez faire, c'est écouter l'architecte puis suivre le code du bâtiment. Okay. C'est bon, j'ai fait quand même 2 sessions. J'étais allé chercher des compétences requises pour ce qui est du résidentiel, puis aussi du commercial, structure d'acier. Mais j'ai bien compris que c'était pas ça que je voulais devenir. Mais j'adore l'architecture, par contre, ça c'est sûr. J'ai quitté pour revenir dans la communauté pour travailler, dans le fond. Je voulais absolument travailler. Je suis revenu dans la communauté. J'ai travaillé quelques temps dans le domaine de la restauration, pas tellement longtemps, peut-être 3 mois, pour ensuite de ça être aide-enseignant à la maternelle pendant toute une année scolaire. Ça, c'était merveilleux. J'adorais ça. Ça finissait à 3 heures en plus l'après-midi, la journée. Puis de travailler avec les tout-petits, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Puis aujourd'hui, je regarde ces petits-là, c'est rendu des ados des ados, non, c'est des jeunes adultes de 19 ans,
18-19 ans. Mais dans le temps, là, je pouvais déjà voir si des enfants qui ont une stabilité, tout ça. Puis je pouvais déjà voir des petits malfaisants chroniques. Là. Puis, c'est triste, ça n'a pas changé, c'est encore de même. Mais c'est mes amis. Puis j'ai vraiment aimé cette expérience-là d'être dans le domaine de l'éducation, puis de voir côtoyer les tout petits. Un an après, il y a eu des élections à Ouamantachie. J'ai été élu comme conseiller en 2007. Et j'ai démissionné en 2010 pour. On ne s'entendait pas du tout avec le chef à l'époque. Mais dans cette période où est-ce que je me suis initié dans la politique, j'étais déjà un activiste politique très virulent. Je bloquais des chantiers qui, selon nous, n'avaient pas fait l'objet de consultations adéquates. C'était des autorisations qui avaient été émises sans le consentement de notre famille, même des membres de la communauté. J'étais très en colère dans cette époque-là. Toutes les paroles que mon arrière-grand-mère me disait aussi, ça me mettait vraiment dans une situation où est-ce que je vivais difficilement le concept de dominant-dominé. Là, ben, tu avais la société dominante qui émettait des permis pour l'exploitation des ressources naturelles. Puis moi, je vivais beaucoup de difficultés avec ça. C'est la raison pourquoi je m'appliquais énormément dans mes résultats scolaires. J'ai eu un 100% quand j'ai eu mon examen de français. Mon dernier examen de français, j'ai eu pour avoir mon diplôme de secondaire, j'ai eu un 100%. J'étais très fier parce que je savais que les petits Québécois, les autres, ils n'avaient même pas 100%. Là. C'est mon côté challengé, le dominant, dominé. Mais je vivais pas, j'avais pas la paix d'esprit avec ça, par contre. Mon point de vue a changé beaucoup avec un livre que j'ai lu sur Nelson Mandela. Où est-ce qu'on est, on a toute la même sur le même pied d'égalité, on a toute la même chance dans le fond. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai changé mon point de vue, puis de me concentrer sur les intérêts communs plutôt que les principes. Les principes demeurent très importants. Mais c'est impossible que quelqu'un vienne plier ou me faire plier sur mes principes à moi. Alors pourquoi moi je perdrais mon temps à essayer de faire plier les principes de quelqu'un d'autre? C'est mieux de s'écouter, de se parler, puis d'identifier les intérêts qui sont communs. Puis sur cette base-là, on peut bâtir des choses qui peuvent être solides, sans pour autant que nos principes en soient affectés. Ça, c'était à la suite d'un long cheminement, ça, que je suis arrivé avec cette façon de penser. J'ai également, en 2010, j'ai démissionné. Il y a eu un feu de forêt énorme au mois de mai 2010, le 25 mai. Puis on a dû évacuer la communauté de Ouamantachie au complet. Seulement une centaine de personnes sont restées pour combattre le feu. J'ai été nommé coordonnateur, chef des opérations sur le terrain. Donc, j'avais tout ce monde-là sous ma responsabilité. Puis, il fallait travailler fort pour éviter qu'une maison brûle. On n'avait pas les moyens d'en perdre une seule. Puis, la SOPFEU est arrivée à ce feu-là avec beaucoup de retard. Nous, on était en train d'utiliser toutes nos ressources nécessaires qu'on pouvait pour combattre le feu. Et finalement, la SOPFEU est arrivée. Puis on a vu, c'était un peu bizarre au début parce que la SOPFEU travaillait à part de mes ressources là, que j'avais sous ma responsabilité. Puis il y a des heures très différentes aussi. Nous, on commençait à travailler à 5 heures le matin, puis on finissait jusqu'à ce qu'il fasse noir. Puis on a même des équipes qui éteignaient les points chauds le soir. La SOPFEU, eux autres, ils arrivaient sur le terrain à 10 heures, puis ils partaient à 3h30 à cause qu'ils sont syndiqués. Ça, nous autres, on ne comprenait pas ça, syndiqué. Bref, on a vécu un moment intense à ce moment-là où est-ce que tous nos différents ont pris le bord, puis il fallait qu'on travaille ensemble. Parce que là, c'est notre communauté qui risquait de brûler. C'est important, ça.
de prendre connaissance que quand on est sur le bord du gouffre ou face à un danger aussi important, nos petites doléances, nos petites chicanes qu'on a, là, on les oublie complètement. Puis on se met à travailler ensemble, on s'entraide. Puis c'était merveilleux. C'était le bout le plus merveilleux que j'ai vécu dans ce contexte-là. On a finalement appris à travailler ensemble avec la SOPFEU. Les premières communications qu'on a eues, je me rappelle, c'est moi qui avais été demandé. Moi, j'ai beaucoup d'hommes. J'ai dit, puis je vois votre remorque remplie d'équipements. Est-ce qu'on peut utiliser votre équipement pour combattre le feu? Puis la première réponse que j'avais eue, c'était nous, on veut maintenir l'intégrité de notre inventaire. Waouh! C'était la plus belle façon de me traiter de valeur que j'ai jamais entendu faire. J'ai dû parler à son boss, puis ça s'est réglé. C'était juste une mauvaise première impression, une mauvaise première interaction qu'on a eue, je pourrais dire. Mais, on a passé à travers, puis on a pu travailler finalement ensemble. On a même entretenu des relations d'amitié après. Puis, mais, en 2011, ah oui, quand j'ai démissionné, il y a eu des postes vacants. Évidemment, il fallait les remplir. Et mon ex-conjointe, à l'époque, a postulé pour avoir le poste, puis elle a été élue. Mais on a mis une muraille de Chine entre mon ex-conjointe et moi. C'est sa vision à elle qui amène au conseil et tout ça. Je ne m'en suis pas mêlé du tout. Aux élections suivantes, en 2011, là, on était nos deux à être candidats pour un poste de conseiller. Puis étonnamment, on a eu le même nombre de votes. Une chance énorme. Là. Tu sais, là, du monde se dit, c'est arrangé avec les vues. Ben, moi, j'étais tellement content parce que pas de chicane à la maison. OK, je disais que j'ai atteint 245 avant elle, là, mais ça ne voulait rien dire apparemment. On a occupé ce poste-là pendant 4 ans, moi et mon ex-conjointe, dans un conseil très jeune, une moyenne d'âge qui était en bas de 35 ans. Le chef, à l'époque, David Boivin, avait un conseil qui était très équilibré aussi, autant de femmes que d'hommes, et très représentatif de la communauté. Moi, j'ai été placé dans les relations intergouvernementales, de même que dans les négociations aussi. On a été extrêmement transparent aussi, plus d'une trentaine d'assemblées en l'espace de 4 ans, ce qui est difficile à égaler. Là, pour la gestion d'une communauté ou même une municipalité, il n'en fait pas autant. Là. Nous, on a fait une trentaine, même plus qu'une trentaine d'assemblées. C'est sûr que c'est toujours les mêmes qui participent. Hein. À un moment donné, tu constates que c'est pas mal tout le temps les mêmes individus qui vont être présents dans les assemblées. Il y en a quelques-uns qui se rajoutent une fois de temps en temps, mais c'est la réalité que nous, on vit. Puis je sais que c'est pareil dans les municipalités aussi. L'Assemblée municipale, c'est tout le temps les mêmes qui vont participer à ça. Les gens sont pris, sont occupés à survivre, sont occupés à d'autres intérêts que de la politique. C'est pareil chez nous. Ça, c'est en 2011. On m'a mis dans les dossiers de négociation sur les ressources naturelles. En 2012, on a bloqué complètement les opérations forestières de toute la région. C'est la même période où est-ce que les étudiants également sortaient dans les rues. C'est l'été, ce fameux printemps érable. Nous, on a bloqué des routes forestières, des routes importantes. On a bloqué aussi le chemin de fer. Et contrairement aux étudiants, on n'a eu aucun coup de matraque, aucune boîte de Cayenne, absolument rien. Même au contraire, on nourrissait les agents de la Sûreté du Québec qui venaient sur nos sites de blocus. Ils pouvaient manger de la viande d'orignal, du doré, les meilleurs repas à Tikamek qu'il n'y a pas. Là. Et, je vais en profiter pour vous conter quelque chose aussi par rapport à ça. C'est que soutenir un blocus forestier, c'est extrêmement exigeant.
c'est très, très difficile pour les personnes qui sont sur place, sur la ligne de piquetage. Parce que tu as du monde agressif de l'autre côté qui viennent et disent hey, je veux y aller, moi, c'est mon travail de transporter de bois, puis je nourris ma famille, puis non, tu ne passes pas. C'était très difficile. Là. Puis de le soutenir longtemps, c'est dur. Hein. On l'a fait pendant un mois de temps, le bloquer le chemin. À un moment donné, on perd des joueurs. À un moment donné, OK, moi, j'ai une game à regarder, j'ai des choses à. Que des gens, ils s'en allaient. Là. Il restait juste moi et David sur la ville. Puis il y avait les campements qui étaient là, puis il y avait le blocus sur la route. Le chef, moi et le chef, on était là, puis la Sûreté du Québec arrive. Et on dit ah, le monde se couche de bonne heure soir. On dit oui, ils sont partis se coucher. Il dit OK, nous autres, on prend le corps de nuit, puis on va surveiller ça. C'est bon. On s'en retourne à Wamontashi. On délaisse le site de blocus. Il n'y avait plus personne là, mis à part les 2 agents de la Sûreté du Québec. Et qui ont reviré du monde dans la nuit, là, des camionneurs, ils ont reviré de bord. Puis... Autrement dit, la Sûreté du Québec a fait des blocus pour nous pendant une nuit. Quand on est revenu sur le site le lendemain matin, très tôt, le gars nous explique il y a juste eu 2 gros camions qu'on a reviré de bord cette nuit, c'était tranquille, puis les gars ne sont pas réveillés encore, ils sont couchés. Et je dis il n'y a plus personne dans ces tentes-là, là. Ils sont tous à Waymo. Là, les policiers étaient là, ah ouais? Ils nous ont dit dites-le à personne. Je compte sur vous, là, dites-le à personne. Ah, c'est ce qui s'est passé. C'est, mais comme je vous dis, on avait des relations très respectueuses avec tout le monde, malgré le fait qu'on faisait un blocus forestier qui est pour les citoyens du Québec est une action illégale. Ça, je le dis comme il faut. Là, parce que moi, je suis un Atikamekw, je suis membre de la Nation Atikamekw. Je ne suis pas un Canadien, je ne suis pas un Québécois. Mais on est ouvert à des partenariats, on a des relations d'affaires, puis c'est important qu'on puisse se développer ensemble. Parce qu'on négocie aussi une certitude juridique sur le territoire. Puis ça, je vais en parler plus en détail tout à l'heure. Il y a ce moment-là où est-ce qu'on regardait ce qui se passait à Montréal et à Québec, mais à Montréal surtout, les étudiants, eux, se faisaient matraquer, poivrer, puis même se faisaient tirer aussi avec des fusils avec des balles de caoutchouc. C'était assez contrastant avec. C'était un gros contraste par rapport à l'interaction que nous, on avait avec les forces de l'ordre alors qu'on bloquait le chemin de fer et les routes forestières. On laissait passer les villégiateurs, on laissait passer Hydro-Québec. C'est surtout le drainage de la matière ligneuse qui était complètement arrêté. Le chemin de fer, c'est quelque chose bloqué, le chemin de fer. C'est le backbone de l'économie canadienne, c'est l'épine dorsale de l'économie canadienne. Et que des Autochtones le bloquent, c'est quelque chose qui est lourd de conséquences. Donc, immédiatement, on a eu des négociations. La journée, dès les premières minutes du blocus, des agents de la police du CN nous avaient été envoyés à Wamontashi. Dès le lendemain, on entreprenait des pourparlers avec Sean Finn, qui est le numéro 2, le vice-président des affaires légales du CN, pour permettre la réouverture de la voie. Ça a pris quand même plus de 72 heures avant de permettre la réouverture. On a eu une entente avec des conditions, évidemment, qui ont été respectées de part et d'autre. Et étonnamment, en 2015, le CN m'a engagé après. Je pense qu'ils trouvaient que c'était une bonne idée de m'avoir de leur côté plutôt que de l'autre bord. À la fin de mon mandat de conseiller, j'ai appliqué pour un poste, c'est pour ça que je parle de ça, là, mais j'ai également négocié pour la ligne Chamouchon-Bout-de-l'Île, une ligne de transport de 735 kV qui part du poste de la Chamouchon et qui descend jusqu'à Bout-de-l'Île de Montréal. Cette négociation qu'on a eue avec Hydro-Québec, c'est une négociation qui n'était pas simple, parce qu'Hydro-Québec voulait négocier séparément, tout d'abord avec Wamontashi et avec Manawan. Et on a décidé, nous, avec Manawan, de se mettre ensemble.
Puis pour respecter une convention qui avait été signée en 1988 à l'époque avec Hydro-Québec, entre la Nation Atikamekw et Hydro-Québec, on a décidé finalement d'inclure Obidjouan et aussi le CNA dans cette négociation pour avoir une entente qui permettrait la réalisation de la ligne de transport d'électricité de 735 kV. C'est une négociation qui a duré quelques mois et dans nos consultations, Wamatashi voulait avoir une diminution des tarifs d'électricité. Ça, c'est un os qui est extrêmement dur. Au Québec, ne permettrait jamais une ouverture pour permettre une diminution de tarifs d'électricité dans une communauté alors qu'ils chargent le plein prix à toutes les autres. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé de négocier un accès à la fibre existante, la fibre optique qui passe sur la ligne d'Hydro-Québec, une ligne existante, pour relier la communauté de Wamatashi. La raison, c'est que quand on écoute comme il faut dans notre consultation, ce que le monsieur nous demandait, dans le fond, c'est qu'on diminue la pression sur les dépenses mensuelles qu'il vivait à chaque mois. Tu as le téléphone qui est à peu près à 100$ par mois à Wamatashi, l'Internet qui est à peu près à 100$ par mois aussi, et aussi la télévision à 100$. Juste ces trois-là, ça montait à 300$. Donc, on s'est dit, en ayant la fibre optique, on peut réunir ces trois affaires-là, puis de faire baisser de moitié les frais de télécom, ce qui est plus avantageux ce qui est quand même plus avantageux que la situation actuelle, étant donné qu'on ne peut pas faire baisser non plus le tarif d'électricité. Avec ça rejoint à ce que je disais tantôt, de se concentrer sur les intérêts communs. Parce que si on serait resté sur le principe de faire baisser le tarif, on se serait cassé les dents. Et c'est important de bien écouter. Un peu comme l'exemple qu'on trouve dans les principes d'Harvard, où si un médecin entend son patient lui dire tue-moi, le médecin va dire non, 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 je n'ai pas le droit de te tuer. Mais s'il écoute comme il faut, le patient veut dire je veux arrêter de souffrir. Là, il y a des mesures de palliatives qui peuvent être mises en place pour soulager le patient. Donc, l'importance d'écouter, c'est pas seulement ce qui est, c'est de bien interpréter les messages dans une conversation ou dans une négociation. Et ça, c'est l'exemple que je donne souvent par rapport à la négociation qu'on a eue avec le Québec, de permettre une diminution, une pression de soulager les pressions sur les dépenses mensuelles des ménages à Wamatashi. Évidemment, on a négocié pour des contrats de gré à gré. On a négocié aussi des redevances. Ça demandait beaucoup de... Il fallait sortir du cadre. Il y a un cadre que Hydro-Québec va utiliser dans ses négociations, le PMVI, le programme de mise en valeur intégrée. Nous, il fallait qu'on sorte de ce cadre. La Nation Atikamekw, tout comme celles qui n'ont pas encore de traité, peuvent travailler dans les limites du raisonnable, bien sûr, à sortir du cadre. Le cadre est souvent amené par l'institutionnalisation. Les lois, les règlements. Les avocats sont des spécialistes de ça. Tout à l'heure, je parlais des curés. C'est le temps, là, je vais revenir là-dessus. À l'époque, à Wamatashi, comme dans les municipalités québécoises, les curés avaient énormément d'influence sur les décisions des autorités politiques et même légales. On a une histoire qui est tout à fait désastreuse dans cette relation entre les Atikamekw et l'Église catholique quand on voit ce qui s'est passé aux enfants Atikamekw ou des enfants des Premières Nations. Oui, il y avait un peu la similitude avec les enfants du Plessis, les orphelins du Plessis. C'était des orphelins. Ici, c'est des enfants avec des parents, un déracinement qui se faisait. Et ça, l'autorité policière travaillait de concert avec l'autorité de l'Église.
si l'enfant n'était pas laissé par les parents, ben là, les parents risquaient de se faire arrêter par la police. Là, ce qui arrive dans ce contexte-là, on se retrouve avec des communautés où il n'y avait plus d'enfants. Souvent, on a entendu les témoignages des parents qui racontaient qu'ils ont eu une coupure avec leurs parents. C'est des enfants qui ont eu une coupure avec leurs parents, mais moi, j'ai entendu, en ayant grandi dans une maison d'aînés avec mon arrière-grand-mère, où est-ce que c'était des parents qui ont vécu une coupure avec leurs enfants. Parce qu'il y a des enfants, quand ils sont venus dans la communauté, moi, j'entendais les aînés parler de leurs enfants. C'était pas des paroles gentilles, là, ils sont feignants, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas qu'il faut qu'ils aillent faire du bois, il faut pas faire fret, ils ne savent pas qu'il faut qu'ils aillent à la chasse, parce qu'ils n'ont pas été conditionnés de même, ces enfants-là. Ils ont été conditionnés dans un pensionnat à être obéissants. Puis on n'a pas parlé d'Atikamekw, on n'a pas parlé comme un Atikamekw. Il y a eu cette coupure-là qui s'est faite. Essentiellement, les curés fonctionnaient avec la peur. La peur parce qu'il y avait de l'ignorance. Il y a des choses qu'on ignorait. Puis cette peur-là, c'est tu n'iras pas, tu vas aller en enfer. Tu ne seras pas capable d'aller au paradis si tu agis de même. Ça, c'est la fontaine du diable. Ça, c'est des affaires démoniaques. Ça, c'est un péché. C'est un péché faire ça. Mais ils fonctionnaient avec des peurs comme ça. Heureusement, aujourd'hui, ce pouvoir-là, ils l'ont perdu complètement. Aujourd'hui, c'est les avocats qui sont les nouveaux curés. Tu vas avoir une injonction si tu fais ça. C'est contre la loi de faire ça. Tu vas avoir une mise en demeure si tu fais ça. Tu vas aller en prison. J'ai des amis avocats, ils n'aiment pas ça quand je dis ça. Mais c'est ça pareil. C'est une institutionnalisation et puis ça fonctionne beaucoup avec la peur pour forcer les gens à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose. Dans le cadre de la relation entre les Atikamekw et les autorités, il y a une zone grise. Cette zone grise, c'est le fait qu'il y a une absence de certitude juridique sur un territoire. La certitude juridique sur un territoire, c'est ce qui fait en sorte que tu peux être certain de dire ça, c'est chez moi. Le cadastrage le prouve. Ça, c'était l'ancien propriétaire. Il l'a vendu à celui-là. Puis ici, c'est moi qui l'ai racheté finalement. Ce cadastrage-là, c'est chez moi. Donc, c'est une certitude juridique. La certitude juridique sur le territoire Atikamekw n'est pas clairement établie, à l'exception de la zone extrême nord, parce qu'il y a un chevauchement avec les Cris. Et le gouvernement a signé la Convention de la baie James et du Nord québécois en 1975. Ce territoire-là est maintenant sous un traité moderne, on peut dire, mais la certitude juridique est obtenue par tous les partis en ayant signé une convention qui n'était pas parfaite, mais quand même évolutive. Avec la convention, par après, il est venu la paix des Braves, la paix des Braves 1, la paix des Braves 2. Dernièrement, il y a quelques années, on signé aussi l'entente sur la gouvernance. C'est une entente qui est évolutive, puis ça permet aux CRI de pouvoir se développer, étant donné qu'ils ont obtenu une certitude juridique sur un territoire. Mais là, je vois un peu vite. La certitude juridique sur un territoire, c'est un concept qui ne s'est pas développé de façon égale au Canada. Parce qu'il y a eu deux régimes au début de la colonisation. Certains vont me dire trois parce qu'il y avait l'Église catholique aussi. Là, mais en réalité, il y avait le régime français et le régime anglais qui fonctionnaient avec différentes idéologies, différentes façons de voir les choses. Et, les Anglais ont très rapidement reconnu l'importance d'aller chercher, d'obtenir la certitude juridique via la signature d'un traité, le traité d'amitié. De cette façon, ils s'assuraient que les Premières Nations, en signant le document, ils cédaient leurs petits aborigènes pour en faire, pour les transformer en des droits issus de traités. Cette conscientisation-là vient de plus loin encore en arrière avec le père de la Casas qui voyait les conquistadors, les Espagnols, conquérir des terres de façon barbare, en tuant, massacrant des peuples.
une job de bras, là, tu sais, là, c'est avec un coup d'épée, un coup de hache, c'était pas en pesant sur un piton, puis boum. Non, non, c'était très violent. Puis de la Casas a écrit un livre qui s'intitulait Le malaise espagnol par rapport à ça. Où est-ce que les terres étaient conquises en faisant fi des droits des êtres humains qui étaient là. Ce n'étaient pas des animaux, c'était des êtres humains. Et ce document-là a été quand même connu en Europe à cette époque-là. Et les Anglais en étaient sensibilisés. De là, l'importance de signer des traités plutôt que de conquérir par la guerre. Parce que la certitude juridique peut être obtenue par ces deux voies-là, soit par la conquête d'une guerre ou par la signature d'un traité. Les Français, eux, n'avaient pas cet égard pour signer des traités, pour reconnaître des droits ancestraux. Ils n'avaient pas cette façon de voir les choses parce qu'il y avait d'autres colonies qui pouvaient créer, en créant un précédent de cette façon-là, les autres colonies allaient être affectées aussi. Alors, les Anglais, eux, ont entrepris rapidement à signer des traités. De l'Ontario jusqu'en Alberta, c'est des traités à numéro. Et en Alberta, en Colombie-Britannique, c'est un peu particulier parce que ça s'est annexé au Canada plus tard dans l'histoire, mais c'est que les territoires ne pouvaient pas non plus être tracés en ligne droite, avec des frontières là, qui disent que ça, ce carré-là, c'est à moi. Non, c'est des falaises, c'est des territoires avec des vallées, avec une multitude de Premières Nations différentes. Il y a des négociations qui sont actives beaucoup en Colombie-Britannique encore aujourd'hui. Quelques-uns ont signé des traités comme les Haïda, les Tsilhqothin. Il y a encore beaucoup de négociations qui se font pour établir la certitude juridique dans cette province en ce moment. Au Québec, ce n'est qu'en 1900, au début des années 70, qu'on a pris la mesure de cette importance de signer des traités. Puis, il ne faut pas oublier que la loi sur les Indiens, jusqu'en 1951, ne permettait pas aux Autochtones d'avoir l'assistance d'un avocat. C'était strictement interdit à un avocat d'assister ou d'aider un Autochtone passible d'aller en prison. C'est sérieux, là. Puis si, mettons, moi, j'aurais eu l'idée à cette époque-là, bon, ben, dans ce cas-là, moi, je vais aller avocat. Non, aussitôt que tu atteins des études supérieures, tu perds ton statut d'Autochtone, tu n'es plus un Autochtone, tu es un Canadien. Et en tant que Canadien, tu n'as pas le droit d'aider un Autochtone avec tes savoirs légaux. Ça, c'est quand même récent, en 1951. Il y avait toutes les injustices aussi que les femmes vivaient aussi là, par rapport à leur statut. Puis ça, c'est quelque chose qui était généralisé aussi. Là, les Québécoises ou les Canadiennes n'avaient pas beaucoup de droits. Le droit de vote est venu très tard là, dans l'exercice de la démocratie et tout ça. Mais imaginez une femme autochtone, une femme et autochtone en plus, il perdait systématiquement son droit s'il se mariait avec un non-autochtone, et puis autochtone du tout. Ses enfants ne le sont pas non plus. C'est ce qui se passait dans ce temps-là. Mais ça a changé ça, en 1985, je crois. Mais avant 1951, on n'avait pas le droit d'avoir des avocats. Fait qu'imaginez les traités qu'on nous tendait pour signer avec toutes les nuances et subtilités qui peuvent s'y trouver, puis l'importance justement d'échanger des petits aborigènes en des droits issus de traités. C'est questionnable quand même, mais ça appartient au passé. Ça. En 1970, le premier ministre du Québec à l'époque avait un vrai plan Nord. C'était de développer avec l'hydroélectricité le projet de la Grande. Et ils se sont heurtés à un mur qui est le petit aborigène. Je m'explique. C'est que le Québec n'avait pas les capitaux nécessaires pour investir autant d'argent dans des projets titanesques. C'est vraiment énorme, comme de détourner des grandes rivières et tout ça.
il n'y avait pas tous les capitaux nécessaires. Donc, ils devaient se tourner vers des banques, la Banque mondiale, pour emprunter de l'argent. Au même moment, les CRI ont entrepris de déposer des injonctions pour bloquer le projet au début des années 70. Puis, toutes ces injonctions étaient accordées parce que c'était l'exercice des droits qui était utilisé. À ce moment-là, les banquiers ont refusé de prêter l'argent au Québec parce que le Québec n'avait pas la certitude juridique du territoire. Ne pouvait pas démontrer hors de tout doute raisonnable que ce territoire-là lui appartenait. Donc, ils ont rapidement entrepris de négocier. En 1974, au moment de la signature de l'entente de principe, le Canada est impliqué un mois avant la signature de l'entente de principe de la Convention de la baie James. Un mois avant que l'entente de principe soit signée. Mais par contre, le Canada était prêt lors de la signature entre l'entente de principe jusqu'à la Convention finale. Ils ont été très, très actifs aussi dans cette négociation-là. Ça c'est le traité, un traité moderne, comme on faisait de nos jours. Ça n'a rien à voir avec les traités numéro de l'Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta. Ça n'a rien à voir. Juste un exemple, en Ontario, là, ils reçoivent encore leurs 4 piastres par année, les individus. Parce que ce n'est pas des montants qui se sont indexés. Ce n'était pas prévu comme ça dans l'entente. Donc, en signant la Convention de la baie James et du Nord québécois, ça a établi aussi un climat de certitude aux investissements. Les CRI ont échangé leur titre aborigène, leur titre ancestral, en des droits issus de traités. Ça les avantage beaucoup aujourd'hui avec le recul. Ce n'est pas parfait, il y a des choses qui sont améliorées, mais ils le font. Ils font les travaux d'amélioration qui sont nécessaires. Tous les autres territoires qui sont au sud du territoire conventionné, on parle ici des territoires Anishinaabe, en Abitibi, les Atikamekw, en Mauricie, et on a nos frères et sœurs et nous qui sont à l'est. Au sud, on a des Abenaki, on a les Mi'kmaq, les Malécites. On se chicane des fois avec les Hurons aussi, là, mais je vais les mentionner. Il y a aussi des Hurons qui se sont établis là tout récemment. Donc, on est dans la zone grise. Okay. Puis le gouvernement n'aime pas que ce soit dans la zone grise. Donc, on ne parle pas beaucoup des négociations territoriales globales. Les gens n'entendent pas du tout parler des négociations territoriales globales, puis ça créerait un climat d'incertitude aux investissements, ce qu'on ne souhaite pas non plus chez les Atikamekw. Parce que nous aussi, on veut faire travailler notre monde, nous aussi, on veut que nos gens puissent avoir les mêmes accès, les mêmes opportunités. C'est évident que quand on regarde les intérêts communs, on ne veut pas se lancer dans la création d'un climat d'incertitude aux investissements. Mais, il faut être honnête, il est impossible pour le Canada puis pour le Québec d'affirmer hors de tout doute raisonnable, juridiquement parlant, que le territoire des Atikamekw est le Canada ou le Québec. Non. C'est un territoire qui est encore sous négociation pour rétablir une certitude juridique. Cette négociation a commencé en 1979. Drôle d'adon parce que je suis né en 1979 aussi. J'ai la même âge que ces négociations-là. Première question qu'on me pose par rapport à ça, c'est pourquoi c'est aussi long? Hein? Pourquoi ça dure 40 ans, 41 ans, des négociations territoriales globales? Ben, contrairement au CRI, notre territoire avait déjà été très développé. Notre rivière, Tapsquantibi, communément appelée Saint-Maurice, j'ouvre une parenthèse, Maurice, c'était pas un saint. C'était fin de la parenthèse. Tapsquantibi, qui est notre rivière, qui descend à partir du réservoir Gouin qui se déverse dans Kichizibic, Saint-Laurent. Cette rivière-là a été harnachée à plusieurs places. Il y a eu beaucoup de développement dans les années 1900, 1950. Et il n'y avait pas ce même levier au niveau des opportunités économiques que le Québec pouvait avoir sur notre territoire comparativement au territoire CRI où est-ce que les rivières n'étaient pas encore harnachées. Il n'y avait pas ce même niveau d'empressement, je dirais, du niveau provincial pour signer un traité.
Puis on n'a pas le choix d'inclure le Québec dans ces négociations-là, étant donné que dans le partage des compétences, les ressources naturelles ont été confiées au Québec. C'est ce qu'on peut voir dans la loi constitutionnelle canadienne. Je vais revenir là-dessus tantôt, c'est très important. Parce que même là, il y a une zone grise très importante que les gens ne veulent pas qu'on diffuse trop. Ensuite de ça, il y a l'autre raison pourquoi c'est aussi long, ces négociations-là, c'est des changements de gouvernance. Les libéraux ne pensent pas comme les péquistes, les caquistes ne pensent pas comme les libéraux, etc. Ça, c'est au Québec. C'est la même chose au niveau fédéral. Les conservateurs sont très différents des libéraux. Il y a les néo-démocrates également qui pensent d'une certaine façon. Il y a évidemment des intérêts communs, mais des fois, les principes des politiciens sont inexplicables. C'est pas par manque de respect. Hein. Des fois, c'est simplement parce que nous, on a été confrontés dans la négociation sur les ressources naturelles bilatérales avec le gouvernement québécois. On a commencé avec les libéraux au début de la négociation. Ensuite de ça, Pauline Marois a été élue. Finalement, on a terminé avec les libéraux, mais à chaque fois, ça a été de recommencer à zéro. Imaginez pour ce qui est de la négociation territoriale globale, quand il y a des élections fédérales, puis qu'il y a un changement de gouvernement, ben, les mandats sont différents à leurs négociateurs, il faut reprendre. Ensuite de ça, provincial, c'est la même affaire. Et figurez-vous que chez nous, c'est la même maudite affaire. Okay? On a 3 communautés atikamekw qui mandatent le Conseil de la Nation atikamekw à négocier. Il y a des changements de gouvernance également qui se font chez nous. Quand tu regardes tout ça globalement, ça crée des périodes de stabilité qui sont extrêmement courtes. Dans ces périodes courtes-là, il faut avancer au maximum le plus loin possible avec les moyens dont on dispose. On est 8000 Atikamekw dans une population de 8 millions de Québécois et 30 millions de Canadiens. Fait que les rapports de force ne sont pas non plus toujours égaux dans le cadre des moyens dont on dispose. Ça, c'est la réalité qu'on vit. Pourquoi est-ce que c'est aussi long? Je suis persuadé qu'il y a moyen d'accélérer les démarches, mais ça prend une réelle volonté politique de tous les partis dans ce cas-ci. Et que nous, on fait cette négociation-là, mais on ne peut pas attendre le jour 1 de la signature d'un traité pour commencer à se développer. On ne peut pas attendre. D'un côté, tu as la loi sur les Indiens, d'un autre côté, tu as la perspective d'être sous-traité, d'avoir un traité dans la nation atikamekw. Autrement dit, en embarquant dans un traité, on délaisse la loi sur les Indiens pour travailler sur l'autonomie, d'être plus autonome. Très peu de gens au Canada connaissent la loi sur les Indiens. De plus en plus, étant donné qu'on prend de la place médiatiquement parlant, tout ça, les gens vont commencer à s'intéresser davantage. Mais pas assez en détail. Ce que les gens retiennent, c'est on ne paie pas de taxes. Je pense que c'est pas mal la première affaire qui sort on ne paie pas de taxes. Puis on doit chasser l'hiver, on ne paie pas d'impôts. Mais la réalité, elle est différente quand on regarde la perspective atikamekw. Quand tu as de la difficulté à emprunter de l'argent dans une banque parce que tu vis sur réserve, parce que dans le cadre de la loi sur les Indiens, il y a une clause d'insaisissabilité dans ta communauté, c'est très difficile de partir de ta propre business en allant emprunter de l'argent. Puis je vais être sûr là, de bien me faire comprendre. Là, je ne veux pas développer un discours de victimisation. Au contraire. J'explique juste une réalité, une perspective que nous, on vit par rapport à la Russie indienne. Il y a eu beaucoup de modifications, par contre, qui ont été faites dernièrement pour nous permettre d'accéder à des capitaux, pour nous permettre de... Il y a un soutien quand même énorme là, qui se fait avec, sous la gouvernance du premier ministre Justin Trudeau. Parce qu'à l'époque, Stephen Harper, lui, il nous aimait autant qu'il aime Radio-Canada. C'est vrai.
Mais c'est pas grave. On a quand même été capable de travailler sous sa gouvernance. Aujourd'hui, les Atikamekw, on a une population qui est extrêmement jeune, entre 18 et 22 ans, entre 18 et 21 ans, excuse-moi, le middle age, la moyenne d'âge. Donc, on a une population qui est très, très jeune. Moi, 40 ans, je fais partie des vieux. Là. 41 ans, excusez-moi. Je fais partie des vieux, mais on a une population qui est très jeune, donc un potentiel énorme pour faire cette transition. Les jeunes sont une force de changement incroyable. On a un défi de maintenir notre culture, notre authenticité en tant qu'Atikamekw, Inuit, mais il faut également maîtriser le contemporain. Et même, on a l'opportunité de pouvoir l'influencer pour qu'on puisse avoir un Québec ou un Canada qui ressemble aux Atikamekw. Puis ça, c'est l'objectif du grand chef, là, de décoloniser en faisant l'inverse. C'est à notre tour de coloniser. Cette façon-là, on veut y aller de la façon la plus en se parlant, en écoutant c'est quoi les intérêts communs. Aujourd'hui, on entend beaucoup de discours qui ressemblent au discours des Atikamekw venant d'organisations par rapport à se tourner vers des énergies renouvelables, d'avoir une meilleure conscientisation de la forêt, comment traiter la terre, ce qui est notre mère. Comment est-ce qu'on doit mieux la traiter pour assurer un avenir aux générations futures, aux 7 générations à venir. Par rapport à ça, nous, on en tient compte également dans le cadre de nos négociations. C'est d'amener cette valeur, cette vision. Puis ça nous prend beaucoup d'imagination. Dans une zone grise, quand tu es dans une zone grise, ça te prend de l'imagination. Parce qu'être institutionnalisé, ça fonctionne jusqu'à certaines limites. Puis il faut aller au-delà de ces limites-là maintenant. On a différents projets qu'on travaille, mais je vais revenir là-dessus plus tard. Je prends l'exemple de BELT. BELT, c'est pour développer du biocarburant. Parce qu'il y a trop de gaspillage qui se fait par les industries forestières quand ils travaillent, quand ils font des coupes sur nos territoires. Il y a du bois qui est laissé en andin, qui pourrit, qui émet des... c'est vraiment très mauvais pour l'environnement. On ne peut pas bloquer totalement cette industrie-là, mais on peut la développer vers le bon sens. Et d'autant plus qu'avec autant de véhicules sur la planète, sur le territoire, dans la province, notre projet permet de diminuer considérablement les émissions jusqu'à 4, on dépasse même de 4 fois la cible provinciale avec notre projet. Comme je disais, ça, on pourra en parler dans un autre moment. J'ai travaillé vite comme ça sur une petite présentation pour que vous puissiez voir la réalité que vivent les Atikamekw dans l'exploitation des ressources naturelles sur le territoire. Mais, dans un premier temps, la première slide, c'est le titre de ma présentation. Mais dans un premier temps, je veux vous montrer le territoire Atikamekw, à quoi il ressemble. Je me rappelle quand j'étais à Montréal, je travaillais pour le CN, à titre de directeur des relations autochtones. Dans notre stratégie, il fallait également qu'on fasse des cultural awareness là, auprès de la main-d'œuvre du CN. Puis la première question qui venait souvent, c'était une question qui peut paraître niaiseuse, mais quand même, c'est important. Là. Je me demandais, est-ce que c'est mieux que je dise aboriginal ou indigenous? C'est souvent ça. Puis je rejoins ce que Audrey vous a dit au départ. Allez voir sur quel territoire vous êtes. C'est une investigation qui est quand même simple et facile à faire. Puis c'est mieux d'interagir avec les personnes en nommant leur nation comme il faut, au lieu de les regrouper dans un melting pot de races, je pourrais dire. C'est soit des Atikamekw ou des Inuits, des Anishinaabe. En tout cas, bref.
Puis l'autre question qui venait, c'est d'où tu viens? Alors, je disais Wamatashi. Alors là, après ça, il fallait que j'explique c'était où Wamatashi. Des fois, là, quand j'étais un peu tanné, je disais ah, c'est entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Puis il me croyait, je pense, parce que j'ai l'air de Kim Jong-un, je pense. C'est mon petit frère dans ce moment-là. Sérieusement, ça m'exaspérait un peu qu'on ne connaisse pas le Nidaskinan ou qu'on ne connaisse pas ma nation, alors qu'on a été des champions de l'accueillement raisonnable. On n'est pas dans l'accommodement raisonnable, l'accueillement raisonnable. J'aime mieux ça. Puis même là, je me pose des questions si ça a été raisonnable ou pas. Ben, en tout cas, bref. Wamatashi est une des 3 communautés atikamekw. Il y a une autre réserve qu'on appelait Koukache, qui est encore une terre de réserve. Là. On ne le voit pas sur ma carte, mais c'est sur la rive nord du réservoir blanc. Et ma famille, à moi, particulièrement, était centrée. Là. Il y avait aussi des Néquados qui sont à Manoan maintenant. Il y avait des Boivins qui vivaient là. Bref, il y a eu une diaspora importante quand il y a eu la création du barrage rapide blanc. Parce qu'il y a eu un ennoiement des terres de la réserve, il y a eu de la déforestation jugée illégale également de notre côté. Il y a eu une diaspora. Il y a des familles qui sont parties vers Manoan, d'autres familles qui sont parties vers Ouémont. Koukache est actuellement inhabité, mais pas à l'année. Ma famille y va, mais on ne passe pas l'année là. Et les 3 communautés atikamekw sont représentées sur la place politique par le Conseil de la Nation atikamekw, qui a été créé sous la forme d'une corporation initialement avec des lettres patentes. Ça, c'était en 82. Avant ça, on était dans un regroupement avec les Inuits. Il y avait une organisation qui avait été créée à l'époque qui s'appelait le Conseil atikamekw montagnais pour déposer la revendication territoriale globale en 1979. Mais il y a eu une scission entre les Inuits. Les intérêts n'étaient pas tout à fait pareils. Les Inuits voulaient faire leurs négociations eux-mêmes, les Atikamekw eux-mêmes, ce qui a été accepté par le gouvernement fédéral et provincial aussi. Donc, le territoire Atikamekw, comme vous pouvez le voir sur la carte, descend jusqu'au Tizibi, le fleuve, au point médian. Et, historiquement parlant, quand on parle avec nos aînés, le territoire est beaucoup plus grand que ça, mais ça ne fonctionnait pas avec des borders, des limites frontaliers. Le concept était différent. Il y avait des zones où il y avait du chevauchement, où le partage était priorisé dans ces zones-là. Aujourd'hui, on n'a pas le choix de mettre des frontières dans le cadre des négociations parce qu'il y a des choses qui doivent être mesurées, qui doivent être... je parle ici, par exemple, des redevances. Les redevances vont être prélevées jusqu'où, etc. Donc, on n'a pas eu le choix de travailler sur une délimitation. Et cette délimitation que je vous présente, c'est la délimitation du territoire du Nidaskinan, tel qu'il a été lors de la déclaration de souveraineté. Une carte avait été déposée. Mais on a eu comme mandat, il y a 2 ans, de travailler sur une délimitation plus détaillée. Au lieu que ce soit des lignes courbes, c'est d'avoir une délimitation plus précise faite par nos géométriciens. Ce qu'on a fait. Évidemment, cette délimitation fait encore l'objet de négociations. Le fédéral ne s'oppose pas vraiment. En fait, il n'y a pas d'opposition par le fédéral dans la délimitation du territoire. Oui, il y a des questionnements, il participe aux discussions, mais il n'y a pas d'opposition farouche. Le Québec, eux, le font par contre. Le Québec, eux, s'opposent farouchement à certaines zones qu'on revendique parce qu'il y a le droit des tiers de plus en plus fort. Le droit des tiers, c'est les ZEC, des pourvoiries, des villégiateurs, des municipalités, des parcs, etc. Donc, à ce niveau-là, en tout cas, je ne veux pas entrer en détail dans les négociations territoriales globales, compte tenu qu'il y a des clauses de confidentialité importantes. Ce
qu'on retrouve également sur le territoire Atikamekw, c'est 7 régions administratives. Extrêmement compliquées parfois, parce qu'il y a des régions administratives qui sont très similaires l'une de l'autre, puis il y en a d'autres qui sont extrêmement différentes l'une de l'autre. On interagit avec beaucoup de gens qui sont sur un territoire, mais selon leur point de vue, ils sont sur des territoires différents. Ici, on voit le nord du Québec, l'Abitibi-Témiscamingue, l'Outaouais, Laurentides, la Naudière, Capitale-Nationale aussi qu'on touche, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et au cœur du Nidaskinan, il y a aussi la région de la Mauricie. Et par-dessus ça, c'est les unités d'aménagement forestier qui sont encore plus nombreux. Là, parfois, c'est un casse-tête pour nos ressources territoriales qui ont des familles qui chevauchent plusieurs unités d'aménagement forestier. Chaque communauté signe des ententes avec le gouvernement provincial pour avoir un programme de participation, consultation. Ça permet aux communautés d'avoir une structure qui est financée. Puis que quand ils reçoivent des demandes de consultation de la part du gouvernement, il faut qu'ils rejoignent des familles qui sont concernées pour des harmonisations fines. Évidemment, il y a des consultations qui sont pour les PAFIT, les PAFIO, c'est des plans quinquennaux. Mais les gens dans les communautés sont débordés par des demandes de consultation. Excusez-moi. Les demandes de consultation sont très variables. Essentiellement, c'est plus de la foresterie, mais il y a des consultations pour la construction d'un ponceau, changer une calvette ici, pour des villégiatures. En parlant de villégiature, dans la prochaine slide, vous allez le voir, on est très envahi également par des baux de villégiature. Puis même, le plan du gouvernement de la CAQ, c'est d'accorder 1500 baux de villégiature supplémentaires, mais ça, je pense que c'est plus à niveau provincial. On a vérifié localement dans chaque communauté, ça peut monter jusqu'à 200, 150 à 200 baux supplémentaires. Puis, quand on parle avec les chefs de territoire, les familles, c'est quelque chose qui les préoccupe énormément. Parce que ça, ce n'est pas une coupe forestière où est-ce qu'il va y avoir une régénération, c'est une occupation permanente. Cette occupation permanente, si elle n'est pas, si le consentement ne vient pas de la famille, bien, ça va forcément occasionner à un moment donné des frictions, même des oppositions. Parce que le dialogue d'un villégiateur versus le dialogue d'un Atikamekw est parfois très différent. On va entendre un villégiateur dire c'est mon lac, c'est mon chemin, c'est mon. Ça, pour un Atikamekw, comment il peut dire que c'est mon lac? Comment est-ce qu'il va faire pour amener son lac dans sa tombe? C'est impossible. C'est là où il y a des divergences souvent là, qui arrivent par rapport à comment est-ce qu'on voit le territoire, comment est-ce qu'on doit interagir avec le territoire. Et sur la dernière carte, vous voyez, je ne sais pas comment je pourrais le décrire, c'est un chevauchement de plusieurs facteurs, puis en plus, il en manque. Le chemin de fer passe, les gazoducs, les baux de villégiature, comme je disais, pas les baux de villégiature, mais les pourvoiries à droit non exclusif, puis aussi les pourvoiries à droit exclusif. Mais le terme à droit exclusif, il y a une notoriété publique de savoir que ça s'applique qu'à des non-autochtones. Donc, parfois, les pourvoyeurs ne le savent même pas, ça. Quand ils voient un Atikamekw passer, c'est « Hey, t'as pas d'affaires ici. » Il y a plusieurs choses qui rentrent sur le territoire Atikamekw, ce qui rend extrêmement complexe la gestion territoriale, de développer un régime territorial dans le cadre de nos négociations. Et tout ce développement s'est fait pendant la négociation aussi. Vous savez, si vous négociez votre maison, vous voulez la vendre, vous ne permettrez pas qu'elle soit dépréciée ou qu'elle soit modulée avant que le contrat de vente soit signé. Vous allez essayer de... Mais chez nous, ce n'est pas ce qui se passe. C'est extrêmement difficile de maintenir, je pourrais dire, parce que dans le fond,
comme n'importe quelle organisation, on veut maintenir la réputation à un niveau très élevé. C'est l'actif le plus précieux qu'une organisation peut avoir, c'est sa réputation. Puis cette réputation-là, ben, elle peut être brisée en un instant. Nous, le défi qu'on a, c'est de maintenir ce climat de certitude aux investissements sur le territoire, tout en essayant de négocier le plus rapidement possible l'implantation d'un climat de certitude, je veux dire, une certitude juridique. Au Canada, en fait, au Québec, il y a plusieurs lois. Il y a plusieurs. Tu as des règlements aussi. Mais au Canada, il y a une loi constitutionnelle qui est la base de toutes les autres lois. La base qui est la plateforme de toutes les autres réglementations qu'on peut retrouver, que ce soit au niveau municipal, au niveau des organismes, etc. Et on parle des Autochtones dans la loi constitutionnelle canadienne. À l'article 35, on fait référence aux droits ancestraux, mais aussi aux droits issus de traités. C'est comme ça c'est écrit, que le Canada reconnaît l'existence des droits ancestraux et des droits issus de traités. Puis souvent, les gens vont se concentrer juste là-dessus, alors qu'il y a d'autres articles qui parlent des Autochtones plus loin dans la loi constitutionnelle. L'article 91-24, c'est là où est-ce que ça se partage des compétences. 91-24, ça fait référence aux Autochtones, encore une fois, qui font partie de la responsabilité fédérale. De même que la naturalisation. La naturalisation qui est l'article suivant, 91-25. Moi, avant ça, là, je me demandais c'était quoi la naturalisation, là, pour employer du monde. Ou, non, c'était pour donner la citoyenneté, dans le fond. Que le Canada, c'est les autres qui ont l'autorité, le droit de donner une citoyenneté à un nouvel arrivant. Ça, c'est important de l'en parler parce que qui décide qui est Atikamekw ou qui ne l'est pas? C'est le fédéral qui décide qui est Atikamekw et qui ne l'est pas. Et depuis quand qui décide? Ça, c'est le genre de questions qui se sont posées naturellement à un moment donné dans le cadre des discussions que nos aînés avaient. Et dans le pouvoir 91-24, c'est de là qu'est issue la loi sur les Indiens. Comme vous le savez, à l'époque, ça s'appelait l'Acte des Sauvages, l'Acte d'émancipation des Sauvages. Puis ça a fini par devenir la loi sur les Indiens. Au Canada, il n'y a pas de loi sur les Italiens, même s'il y a des Italiens. Il n'y a pas de loi sur les Chinois, même s'il y a des Chinois. Puis il n'y a pas de loi sur les Purlaines, même s'il y a des Purlaines. Ça ne veut rien dire. Là, mais il y a une loi sur les Indiens, évidemment, qui est une apartheid quand même importante, puis un malaise. Un malaise. À l'article 109 de la loi constitutionnelle canadienne, qui est dans le chapitre des revenus, dettes et actifs, il y a une question sur la propriété des terres, des mines, etc. Et je partage avec vous le texte intégral, mais à la toute fin de l'article, c'est écrit qu'il demeure exigible ou exigible, restant toujours soumis aux charges dont ils sont grevés, ainsi qu'à tout intérêt autre que ceux que peut y avoir la province. Et le terme intérêt autre a été testé, a été clarifié dans le jugement Sainte-Catherine-Meiling comme étant le titre aborigène. Autrement dit, les ressources naturelles qu'il y a au Québec, s'ils n'ont pas fait l'objet d'un traité ou d'une convention qui établissait la certitude juridique aux parties signataires, bien, le terme intérêt autre demeure. Donc, le titre aborigène prime encore sur le Nidaskinan. Ça, c'est très clair. Évidemment, quand c'est écrit de cette façon-là, c'est pas tout à fait clair. En passant, je ne suis pas avocat. Hein. Je ne suis pas avocat. J'ai été en cours contre Hydro-Québec en 2005, moi et ma famille. Parce qu'on avait bloqué le chantier Chute-à-l'or rapide d'équerre. Et la demanderesse qui était Hydro-Québec a fait une demande d'injonction à la Cour supérieure du Québec. Et les défendeurs dans ce dossier-là, il y en avait 11 qui avaient été identifiés, dont mon père, des amis aussi, chez les Ambroise, les Petitcoué. Et dans un jugement comme ça, tu as aussi les mises en cause.
Puis les mises en cause qui ont été identifiées dans le jugement, c'est la bande de Wamatashi et le conseil de bande. Ça a été distingué en deux choses, le conseil de bande et la bande. Dans le conseil de bande, à l'époque, tu avais François Nachit, Alexandra, en tout cas, c'est le chef et aussi les conseillers. Mais la bande, c'est tous les individus qui sont inscrits sur la liste de bande de Wamatashi. Et dans le jugement, c'est sûr que nous, on a perdu en cours. Là. Mais dans le jugement, le juge dit que la demanderesse sollicite l'émission d'une injonction permanente afin qu'il soit ordonné au défendeur de s'abstenir de quelque manifestation que ce soit ayant pour effet de nuire à la réalisation des projets tout à l'heure et rapide des cœurs. À l'article 2, c'est écrit « Il est utile de préciser que tous les mises en cause, sauf Danny Chilton, consentent à la demande d'injonction formulée par la demanderesse. » En réalité, on n'a jamais demandé aux autres mises en cause, aux autres membres de la bande, s'ils étaient d'accord ou pas. C'est juste que moi, je suis allé devant le juge à ce moment-là, j'avais ma plume d'aigle avec moi, j'avais dit que je ne reconnaissais pas son autorité à juger d'un dossier qui concerne la Nation Atikamekw et Hydro-Québec. Parce que dans le tribunal, on voyait le drapeau du Canada et du Québec, mais on ne voyait pas le drapeau des Atikamekw. Et que, sauf le respect que j'avais pour son autorité parmi ses pairs, que je n'allais pas revenir devant ce tribunal pour discuter de ce dossier-là. C'est ce que j'avais répondu à ce moment-là. Puis le juge avait été très gentil avec moi. Il m'avait dit « C'est bon, merci beaucoup, Danny. » Et là, j'étais parti. Mais à ce moment-là, on n'avait même pas d'avocat, nous. Okay? Fait qu'on s'était partagé des tâches. Moi, il m'avait dit « Toi, Danny, tu vas aller étudier la loi constitutionnelle. » La loi constitutionnelle canadienne. C'est de cette façon que j'ai appris à parler un peu comme les curés des temps modernes. Mais j'oublie pas comment parlaient nos aînés. Mais tu m'as dit que tu as été pris de l'amour disquino. Tu m'as dit que tu as été donné. Tu m'as dit que tu as été meshkudé. Tu m'as dit que tu as été bidoché rakune l'amour disquino. Dites-leur que nous n'avons jamais cédé notre territoire, que nous ne l'avons jamais vendu, que nous ne l'avons jamais échangé, de même que nous n'avons jamais statué autrement en ce qui concerne notre territoire. Ça, c'est un aîné de Manawan qui nous a laissé cette citation, de ces citations les plus populaires qu'on a dans la Nation Atikamekw. Et c'est encore le cas. Ça, c'est une citation qui reflète la vérité. Évidemment, on est en négociation avec le gouvernement pour établir une nouvelle. C'est important. C'est important qu'on ait leur juste tout le monde, qu'on puisse savoir. Parce que là, en ce moment, il y a des fois des choses qui fonctionnent, d'autres fois qui ne fonctionnent pas. Comme dit l'adage, même une horloge brisée peut indiquer la bonne heure 2 fois par jour. Là. Mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Il faut qu'on puisse avoir un bon établissement, qu'on mette ça comme il faut sur papier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y avait une affaire importante que je tenais également à mentionner. J'aimerais ça interagir aussi avec vous. C'est que la nouvelle génération, de la façon dont le grand chef actuel, Constant Washish, m'a mandaté, c'est que je devais travailler pour une gouvernance autonome avec ou sans traité. Donc, on n'attend pas le jour 1 de la signature d'un traité, mais on travaille ardemment à avoir un traité, c'est sûr. Mais il faut qu'on établisse des ponts, il faut qu'on ait des projets novateurs, il faut qu'on puisse avoir des partenariats, qu'on puisse avoir des ententes qu'on mette en application rapidement, plutôt que, parce qu'on ne peut pas se permettre d'attendre le jour 1 du traité. Le rattrapage socio-économique de la nation Atikamekw peut prendre 25 à 30 ans à partir du moment qu'on signe. C'est hors de question qu'on commence dans l'avenir. On commence tout de suite. Puis même, on essaie d'accélérer en utilisant tous les outils qu'on a, puis tous les amis qu'on a pour pouvoir pallier à ce rattrapage le plus rapidement possible. Puis tout ça, c'est documenté. On peut fournir ces études que nous avons là, sur le rattrapage socio-économique, sur le portrait de la nation Atikamekw, tout ça. D'ailleurs, le CNA accueille très souvent des étudiants qui viennent faire des recherches ici. On signe des ententes avec des étudiants et aussi leur institution pour partager nos savoirs. On a une salle d'archives qui est évidemment très contrôlée. On ne peut pas ouvrir nos archives de cette façon, étant donné qu'on a des négociations, mais
On peut aider des étudiants dans le cadre de leurs travaux de maîtrise ou de venir s'instruire, utiliser également la documentation qu'on a pour nous aider. Parce que c'est ça, dans le fond, c'est de l'entraide. Il faut s'entraider. Autre chose que le grand chef également tient à ce qu'on véhicule comme message, c'est qu'on n'est plus victime. On n'est pas victime du tout. Il ne faut pas qu'on ait un discours de victime. Oui, on reconnaît le fardeau de notre passé, tout en refusant d'en être la victime. Ce qui s'est passé dans les pensionnats, tout ça, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, on est encore là. On parle encore Atikamekw. On a des enfants. On a une responsabilité énorme, justement, par rapport aux générations à venir. Puis c'est cette flamme qui nous habite, qui nous motive aujourd'hui de ne pas se victimiser, puis d'agir, d'assumer nos responsabilités, d'être responsable, et on avance. On est très ouvert au partenariat. C'est ce qui complète en gros ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'étais très intimidé. Le monde ne savent pas, hein, mais je suis quelqu'un de gêné. Puis c'est ça que j'ai dit à mon ami David, il va vous le confirmer. J'ai dit en Atikamekw tantôt, je suis gêné de parler. Puis même la photo de ma publicité là, que j'allais passer, j'étais gêné de cette photo-là. C'est moi qui l'ai choisie en plus. Puis, juste une petite historique par rapport à cette photo-là. Je voulais juste démontrer que je n'étais pas en boxeur. Là. Là, je me suis habillé pour la téléconférence. J'ai mis des pantalons. Miigwech, Danny, franchement, c'est splendide. Résumé comme ça dans l'espace d'1 heure et demie, à la fois la dimension biographique, ton engagement, les différents postes que tu as occupés, vraiment aborder même les questions de la loi constitutionnelle. Tu as fait, c'est tout un tour de force et puis vraiment du fond du cœur, Miigwech. Et là, ça va être la période de questions, la période que tout le monde attendait. Je vais arrêter l'enregistrement.